Et bonjour les amis. Bonjour les amis, désolé de ce petit bug. Bienvenue sur ce nouvel épisode numéro 3 de UFO 2020, cette série que j'ai initiée il y a quelques semaines avec mon partenaire Nicolas Augusto, le grand spécialiste de l'ufologie. Et sans plus attendre, je vais vous envoyer une petite bande annonce d'un film. Alors, c'est un film des années, je pense que c'est des années 90, il me semble. C'est un film, je dirais, un petit peu léger, un film sur le ton de l'humour, mais on demandera à notre ami Nicolas Augusto si il y a des fragments de vérité derrière ce film et derrière ces hommes en noir. Alors, c'est un film qui, comme je vous ai dit, qui est un petit peu léger parce que j'ai envie d'un peu de légèreté pour ce numéro de nouvel épisode de UFO 2020 parce que la situation est quand même assez dramatique avec tout ce qu'on entend dans les médias, cette désinformation croissante au niveau du coronavirus et ces petites guéguerres entre les pro-confinement et les anti-confinement. Voilà, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure après cet extrait pour nous faire patienter. Tous les jours, pour des millions de gens, c'est métro boulot dodo et la vie passe tranquillement. Mais pour les Men in Black, c'est le même boulot dans un tout nouveau style. Et tu reviens d'une autre planète et tu débarques en faisant la tête et tu crois que je vais faire la fête. J'aurais dû changer la serrure, j'aurais dû... Franck! La Terre va avoir une galaxie de problèmes. Quel genre? Mortel, fatal, dévastateur. Et le seul agent capable d'empêcher ça Amenez-le, maintenant. ne sait même pas qu'il est un agent. Et tu te souviens pas de moi, mais on faisait équipe dans le temps. J'ai jamais bossé dans les pompes funèbres. En quoi je peux t'aider, l'artiste? Pourquoi tu crois que tu te sens si bien ici? La survie de la Terre dépend peut-être du savoir de K. Te revoilà? Alors, on m'avait dit que t'étais mort. T'as l'air en forme. Passez-le des neurolasers. On va aller le mettre. Quoi? Le dernier costume de ta vie. Encore. C'est rien, vous en faites pas, j'habitais ici. Je viens chercher deux ou trois petites choses. Ouais, qu'est-ce que tu fais? C'est toujours moi qui conduis, non? Quoi? Non, Si, non. je m'en souviens. Oui, c'est vrai, tu conduisais notre pur daube. Et moi, je conduis le nouveau pur sang. Pur daube? Pur sang. On va s'éclater. Ce millénaire, ils reprennent du service T'es tout gonflé. Qu'est-ce que t'as bouffé? contre la nouvelle racaille de l'univers. En costard et en noir. Men in Black 2. Grimpe. C'est en série, ça? C'était livré avec un black, mais il se faisait tout le temps arrêter. Salut Nicolas, tu te souviens de ce film? Oui, bien sûr. Salut Gilles, bonjour à tous. J'espère que vous avez la forme. Écoute, moi je n'ai pas trop la forme. Tu pourrais me demander si j'ai la forme. On s'est entretenus tous les deux quasiment pendant 1 heure tout à l'heure concernant cette problématique des personnes et même qui font partie de notre entourage qui restent connectés sur ces médias mainstream et qui nous bouffent de l'énergie. Alors, il y a les pro-confinements, les anti-confinements. Je t'avoue que là, j'ai parlé avec un ami cet après-midi. Il m'a bouffé beaucoup d'énergie. Alors, je compte sur toi pour m'en redonner de l'énergie. Partage tu vois, Partage d'énergie, c'est ça. Exactement. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on va dans le dur là. On continue à aller dans le dur ensemble et ça, je trouve ça plutôt cool. Oui, désolé pour ce deuxième épisode. Tu sais que j'ai merdé, en fait. J'ai téléchargé c'est pas un grave, fichier, ça arrive, hein. je l'avais pas contrôlé. Donc, c'était surtout le fichier son. Donc, il n'y avait pas trop d'intérêt à voir nos deux gueules, mais sans le son. Donc, c'est plutôt le plus important, c'est le son, c'est le podcast. Donc, on va se rattraper avec ce troisième épisode. Ouais. Est-ce que je t'ai fait la surprise de ce passage, en fait, de cet extrait de Men in Black. Est-ce qu'il y a des fragments de vérité dans ce film concernant cette brigade là qui serait là pour effacer tout ce qu'on voit à propos des ovnis et des extraterrestres? Alors, le sujet des Men in Black, c'est un sujet extrêmement large.
Globalement, effectivement, des gens font l'expérience d'une rencontre du premier ou deuxième ou troisième type. Donc, on va pas réexpliquer parce que si vous nous avez suivis, je pense que maintenant vous savez un petit peu plus ce que c'est que les RR1, RR2, RR3. Fais un petit rappel. C'est bien de faire un petit rappel. Ok. On prend le temps. Alors, on prend le temps. Première rencontre du premier type, c'est l'observation. La deuxième rencontre du deuxième type, c'est l'observation plus des traces. Et la troisième, c'est la rencontre rapprochée du troisième type. C'est là lorsque l'on voit les individus, les êtres habitants, les extraterrestres. Exactement, vivant dans ces objets. Alors, tu vas voir, j'utilise pas le mot extraterrestre parce que tout au long du live, on va aller sur d'autres pistes. Et on fera une petite analogie avec une grosse news aujourd'hui dans la presse française, ce qui est très rare. Ah oui, ça c'est une grosse news. En plus, dans la presse mainstream, Paris Match. Paris Match. Bon, après, tu verras que c'est bien choisi. Et puis, je t'ai envoyé un petit extrait sur ton téléphone. Ouais. Je sais pas si tu l'as eu. Je l'ai eu juste quand je prenais le live, donc c'est toi qui vas couper le live. Ah d'accord, pardon. Autant pour moi. Et si tu veux le mettre, ce sera là on aura quelques paroles. Bref, pour répondre à ta question sur les Men in Black. Alors globalement, comme je vous l'avais dit dans le live précédent, les Men in Black c'est quoi? C'est des hommes en costard cravate noir qui représentent des agences privées ou gouvernementales au sein essentiellement des États-Unis et de nombreux témoins relatent que des gens sont venus les visiter quelque temps après les observations qu'ils ont faites. Encore une fois, on n'a pas, malheureusement en tout cas dans le cas des Men in Black, on n'a pas une preuve irréfutable de ce genre de visitation. On a des dossiers, certains sont cohérents, d'autres ne sont absolument pas et tombent dans un folklore plutôt ridicule, dont le film s'inspire. Et donc toi, dans ton travail, sur ta chaîne, dans tes livres, il y a un mot qui revient tout de même, c'est le mot désinformation, qui pour moi est un des mots les plus importants. C'est un mot que j'emploie depuis une quinzaine d'années. Le livre d'ailleurs que je t'avais conseillé au début, sur 60 ans de désinformation. Le film Men in Black fait partie de la désinformation. Parce que, comme Independence Day, ils dépeignent eux deux le côté extraterrestre dans sa partie la plus loufoque. Et donc, caricatural à l'extrême. Bon, c'est un blockbuster, c'est voilà. Exactement. Ce système hollywoodien qui vise à décrédibiliser des choses qui peuvent être réalistes, mais en les exagérant. Exactement. Et donc du coup, il est difficile après pour les chercheurs d'évoquer les hommes en noir, parce que tout de suite, ça rappelle dans l'inconscient collectif le film. Et donc du coup, et toi, t'as trop regardé Will Smith. Et là, tout de suite, tu es décrédibilisé et il est très difficile d'aborder le sujet de façon sérieuse. En France, on a quelqu'un qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle Joël Ménard sur les hommes en noir. Je ne peux que vous conseiller de le lire pour vous donner une idée générale. Encore une fois, toute la difficulté du sujet, c'est de savoir si où se trouve la limite entre le folklore et la réalité. Une chose est sûre, c'est que des hommes gouvernementaux appartenant à des agences sont venus faire pression sur des témoins. Je ne peux pas douter une seule seconde que ça n'ait pas eu lieu. Oui, le droit est de rigueur, que ce soit dans la CIA, le FBI, bon voilà. Tout à fait. Et à une autre époque, Gilles, tu vois, on est plutôt dans les années 50, 60, 70, début 80, et après, ce genre de visite va s'estomper d'un point de vue des agences gouvernementales parce que on sort de la crise de la guerre froide. Et la désinformation, le secret va se gérer différent à partir des années 80 jusqu'à aujourd'hui. C'est plutôt une guerre de l'informatique, une gestion de l'information plus que du terrain. On n'a plus besoin d'aller voir les témoins pour leur faire peur au final. On peut simplement leur bloquer leur compte, on peut très bien effacer leur historique. Je pense notamment à ce qui est arrivé à Bob Lazar, où il a eu l'impossibilité de prouver son parcours scolaire en tout cas de ses dires, parce que une agence gouvernementale ou des agences privées ont supprimé son procès scolaire. Ce qui est intéressant, ce qu'on sait, c'est qu'il y avait des journaux qui corroboraient la présence des universités ou des écoles que Robert Lazar avait fait à l'époque à travers des coupures de presse. Mais quand les chercheurs essayaient de remonter l'info directement à l'école ou à l'université, on disait il n'y a pas de Robert Lazar ici.
Donc, on a une dualité assez fascinante dans ce genre de cas. On touche à un point très sensible, c'est en fait le contrôle des données, c'est notre fichage, c'est aussi notre surveillance par nos iPhones. Aujourd'hui, avec cette crise du corona, on risque d'être encore plus fichés pour qu'on puisse surveiller en fait nos mouvements. On le voit aussi dans des œuvres comme 1984 où on va avec une informatisation effacer comme ça des pans de l'histoire, ou réécrire des CV de personnes ou effacer des personnes gênantes. Et ça, on tend de plus en plus vers ce tout technologique qui peut être réellement un danger. Bon, là, on touche un autre sujet, qui est la protection de nos données informatiques, le traitement des données informatiques dont ont usé et abusé, par exemple, certains présidents en fonction. Je les citerai pas. On appelle ça les big data. Donc ça, c'est vraiment un danger potentiel, c'est-à-dire de nous couper notre accès à l'information. De toute façon, je crois aujourd'hui qu'on est tous concernés déjà, de un, par cette problématique du fichage. De deux, je pense qu'on est tous fichés, ne serait-ce que le traitement de la carte bancaire aujourd'hui est géré par 2-3 grandes agences qui font les traitements de tous les achats individuels par acheteur. Il y en a une à Berlin, il y en a eu une ou deux aux États-Unis de mémoire, et ils peuvent savoir ce que chaque famille, chaque foyer consomme, ses préférences, ses rythmes, et c'est pas nouveau, mais aujourd'hui effectivement on va en tout cas dans une direction, et là je te rejoins, dans une direction qui, à mon avis, on pourra pas faire marche arrière. Surtout si on va vers un état policier, donc ça sera la principale arme en fait de contrôle. Moi, j'ai travaillé donc, tu le sais, dans la publicité, et tout ça, c'est lorsqu'on récolte des données, c'est pour s'en servir au niveau marketing, pour vendre d'autres choses, voilà. Ouais. Mais là, je parle en fait vraiment d'un contrôle de l'information. Alors, on en vient à cette nouvelle qui est tombée aujourd'hui, qui est vraiment une bombe. Alors, je sais pas si elle sera vraiment prise au sérieux. Parce qu'elle a été diffusée donc dans un journal, si on peut appeler ça un journal. C'est pas pour moi un journal d'information. Non. C'est Paris Match. Oui. Et c'est donc l'ancien directeur des services de renseignement français qui s'appelle Alain Juillet. Donc, qu'est-ce qu'il nous apprend Alain Juillet aujourd'hui, cette révélation? Globalement, alors déjà la chose qui est, comme tu le dis, fantastique, c'est qu'on a un journal français distribué dans toute la France, alors qui a pas une connotation des plus sérieuses, mais qui n'est pas non plus un des plus mauvais. Donc on est dans un truc plutôt pas mal. La personne qui est responsable de la rédaction de cet article est quelqu'un qui se passionne pour le sujet. Donc c'est quelqu'un qui prend les choses au sérieux et qui a fait le nécessaire chez Paris Match pour avoir cet article. Il n'en est pas à son premier coup. Il y a une volonté d'une pression d'un groupe de télévision de communiquer sur cet article par différentes personnalités, des gens que je connais très bien, des gens qui sont extrêmement sérieux et qui sont très libres de leurs pensées. Parce que quand je dis groupe télévision, c'est le plus petit du plus petit du plus petit du groupe de télévision. Donc c'est des gens que les boss tout le temps regardent à peine, malheureusement. Mais ça vient de quelque chose de très encadré, très sérieux. Télévision, le journal, les rédacteurs, les chercheurs. C'est pas une déclaration anodine en fait. Ça a été préparé, ça a été voulu et ça sort peut-être à un moment opportun. Exactement. Parce que il y a un documentaire qui sort mardi sur Planète Action et Experiment, donc la chaîne que vous pouvez retrouver dans le bouquet Canal, si je dis pas de bêtises. Oui. Et donc Alain Juillet prend la parole pour la première fois sur le sujet OVNI dans ce documentaire, le documentaire que je t'ai fait regarder. Oui, que j'ai vu, qui est excellent en fait, qui traite sur notamment au niveau de la France, donc toute cette réflexion au niveau de l'ufologie. Exactement. Mais il fait une déclaration dans le documentaire que les services du renseignement français s'intéressent et prennent le sujet extrêmement au sérieux. De deux, ce que l'on apprend, c'est que le phénomène est réel et, si je peux dire, matériel, quantifiable, de par ces observations, de par les enregistrements des écoradars que les aéroports sont équipés ou bases militaires.
Et puis, ça soulève une question internationale, d'ailleurs que M. Juliette soulève dans le documentaire, où en sont les Américains, où en sont les Chinois, où en sont les autres pays sur cette question-là. Et il le dit très clairement qu'ils ont avancé sur cette question-là, où la France, encore une fois, traîne la patte. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2 siècles, la France était le pays le plus puissant au monde, et aujourd'hui, nous sommes, on dit 6e, mais quand on voit la crise du coronavirus, je pense que on dégringole. On dégringole, et on dégringole. Le pire, c'est pas forcément dans les infrastructures matérielles dans laquelle on dégringole. On dégringole en fait dans notre intellect, c'est-à-dire que là où je te rejoins, le QI est en chute libre en Occident. C'est indéniable, mais la France, il dégringole, le QI dégringole pas, mais la réflexion du français dégringole encore plus fortement dans le sens où on hérite du siècle de Descartes. Et aujourd'hui, je crois que je crois qu'aujourd'hui c'est un frein. Comme disent les Américains, et d'ailleurs Monsieur Juillet le dit très bien dans cet article, les Américains pensent en dehors de la boîte. Think out of the box. C'est-à-dire qu'ils ont toujours la grande image. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup d'avancées scientifiques, beaucoup d'avancées dans différents départements, et que nous avons du mal, nous nous sommes renfermés, nous, sur nos certitudes depuis l'ère Descartes. À mon sens, Descartes, on pourrait en débattre pendant des heures. Je dis pas que j'ai toutes les réponses. Je dis simplement qu'aujourd'hui, il faut nous ouvrir. Et les déclarations de cet ancien boss de la DGSE nous montrent qu'au plus haut de l'État, on a des gens qui sont prêts à avancer, qui sont prêts à avancer sur le sujet. Alors, on les entend, c'est pas des hommes politiques, c'est des gens comme toi et moi, ce sont des faiseurs, c'est des gens qui travaillent au quotidien dans des départements et qui rendent des comptes, entre guillemets, si je peux dire, à l'élite, à des supérieurs. Qu'est-ce que dit Alain Juillet précisément dans cette déclaration? Parce qu'il ouvre pas mal de portes. Il ouvre beaucoup de portes. Alors, il y a déjà son attitude, il est très ouvert, ça peut paraître très surprenant d'un officiel. On sent que l'homme a envie de discuter. Donc cette semaine, il va être dans une interview avec le MUFON. Moi, j'espère avoir la possibilité de m'entretenir avec lui dans les semaines qui arrivent, où on va faire un tête-à-tête filmé. Pour qu'on aille plus dans le profond du sujet OVNI, bien évidemment, ce qui intéresse, je pense, bon nombre de personnes. Et un point qu'il soulève, c'est que ces objets pourraient être autre chose que simplement extraterrestres. Alors, déjà, il assure en fait qu'il y a des objets comme ça qui ne sont pas terrestres. Donc ça il affirme. Exactement. Après, il se demande en fait d'où ces objets viennent. Tout à fait. Et il aborde aussi une question un petit peu spirituelle ou d'espace-temps. Comment on peut présenter ça? Pour pas passer pour pas passer pour des fous. Alors, on va essayer de le faire ensemble. On est dans un monde matérialiste. Et les gens, le public, ne croient pas qu'à ce qu'ils voient. Croient qu'à ce qu'il peut toucher. Je m'entretenais avec quelqu'un d'extrêmement sceptique et il disait il nous faut des preuves physiques. Parce que la science nous demande des preuves physiques. Mais à cas extraordinaire, ne faut-il créer protocole extraordinaire? C'est une question qu'on se pose comme ça. Donc, quand on a accepté le fait de dire qu'il n'y a pas forcément que le matériel et que ce qui est immatériel, le temps, la vitesse, la lumière, les ultraviolets, il y a des milliers de choses dans notre vie qui sont pas matériels, qui sont impalpables à nos yeux, et pourtant qui existent réellement. Les atomes, par exemple, ils sont impalpables, mais pourtant ils sont partout. Donc, il faut concevoir cela pas du prisme de quelqu'un de farfelu. Il faut percevoir ça du prisme d'un scientifique qui, sur 100% de connaissances. Imagine qu'on va faire un diagramme. 100% des connaissances représentent l'intégralité des connaissances de l'univers. L'homme ne connaît que 1% de ces 100%. Et les 97%, c'est les choses qu'il n'imagine même pas. Nous ne savons absolument rien, de façon générale, de comment les choses fonctionnent. La seule chose que l'on soit sûr de ces objets, c'est qu'ils sont matériels. Et que leurs déplacements vont au-delà des lois de notre physique.
Donc là, on a le droit de se poser la question de comment ça fonctionne. Et M. Juillet ouvre la porte sur la possibilité que ce ne soit pas simplement des petites soucoupes volantes qui viendraient d'une autre planète juste nous voir ou nous visiter, mais ça pourrait être la possibilité, la porte à soit un monde parallèle, donc le monde du millefeuille, que par exemple dans la culture pop, comme par exemple dans Interstellar, Christopher Nolan m'explique, ces mondes les uns parallèles aux autres. Alors il y a des films comme ça hollywoodiens qui sont comme Interstellar, je dirais, qui sont basés sur une réflexion quand même assez poussée, où il a été conseillé aussi par des experts de la NASA, etc. Et puis d'autres blockbusters à la Men in Black, quoi. Il faut faire un petit peu le tri de tout ça. Mais toi, tu t'appuies vraiment sur les données scientifiques. Là, quelqu'un nous cite Jean-Pierre Petit, bien évidemment Jean-Pierre Petit. Bien évidemment. Et puis hier, tu sais, je suis intervenu donc sur LVTV. J'ai regardé, j'ai suivi, ouais. Bah, tu interviens aussi régulièrement là-bas parce que bon, c'est un peu plus de ta partie parce que ça parle beaucoup d'ufologie, hein, BTLVTV, avec Bob Belanca. Et donc, il y avait Philippe Guillemont, c'est ça? Oui. Donc, avec cette notion d'espace-temps. Alors, je t'avoue que c'est des choses qui nous dépassent un peu. J'ai un peu de mal. J'aimerais que tu vulgarises un petit peu tous ces concepts. Tu peux faire ça? Oui, je vais essayer parce que Jean-Pierre Petit, Philippe Guillemont, Jacques Vallée, est-ce qu'il y a des choses qui se rejoignent avec leurs différentes études sur Ouais, tout à fait. Alors, encore une fois, on est sûr de rien, mais on a des pistes qui s'enrichissent de jour en jour dans différents départements universitaires, notamment aux États-Unis, au Canada, un petit peu en Angleterre, beaucoup moins en France. Et c'est là où on peut pousser un coup de gueule. Mais j'ai envie de te dire qu'on n'a déjà pas de masque pour traiter un problème très physique, très réel. Alors autant te dire que des budgets pour créer des départements dans différentes universités françaises, on n'y est pas encore. Bon, ça c'est un autre débat, mais c'est la réalité, c'est que l'appauvrissement de nos cerveaux français, ils s'en vont ailleurs. Et d'ailleurs, Jacques Vallée est parti aux États-Unis il y a 20 ans. Philippe Guillemont travaille énormément à l'étranger. Jean-Pierre Petit, il est considéré comme la peste en France. Oui, on a du mal à reconnaître leur travail. Leur travail, bien évidemment. Leur talent. Moi, je vais te dire un truc. Après, je renchaînerai sur ça, mais juste avant que je me connecte avec toi, je fais un tour de veille sur mes différents canaux et je tombe sur une déclaration d'un mec qui va sur ta liste noire, on en a déjà évoqué, qui est Laurent Alexandre, quelqu'un qui se prend pour monts et merveilles parce qu'il a beaucoup d'argent, c'est le patron de Doctissimo et compagnie, c'est vraiment un odieux personnage. Et il vient de tweeter que le professeur Raoult aurait des problèmes avec les filles de l'hôpital, lançant un début de conflit sur du harcèlement sexuel pour déstabiliser le professeur Raoult. Donc, ça montre encore une fois qu'on est dans un establishment abominable qui est prêt à tout pour protéger ses intérêts, et de deux, que les sommités françaises sont toujours rabaissées. On a l'impression qu'on a des ennemis, en fait, à la place de gouvernants, en fait. On dirait qu'on ne défend pas les intérêts de la France ou même de l'Europe, je dirais, au sens large, au sens fédérateur, quoi, une Europe des nations, quoi, tu vois. C'est assez étrange. On dirait qu'on se tire une balle dans le pied, en fait, et qu'on met je dirais, en doute les compétences de certaines personnes. Alors, est-ce que c'est parce qu'elles gênent d'autres intérêts? On peut se poser vraiment la question, hein. Moi, je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, les personnes qui sont à des postes décisionnaires ne sont pas des gens compétents. Je crois que c'est un critère d'embauche, c'est l'incompétence. C'est par l'incompétence. Les compétents, tu peux le manipuler ou tu peux lui faire, je dirais, faire des choses assez incroyables. Bon, on va pas citer Sibeth parce que le cas est un peu trop facile, Sibeth Ndiaye, parce que non, c'est trop facile. Mais non, mais il faut vraiment prendre ça au sérieux. Voilà. Ah oui, revenons sur notre sujet, sur les déclarations de ce cher Alain Juillet. D'ailleurs, c'est étonnant qu'un ancien, comme ça, directeur des services de renseignement, moi que j'ai connu avec l'interview qu'il avait donnée sur la chaîne Thinkerview, où il parlait, bon là, plus de géopolitique, et de terrorisme, etc. Donc, qui puisse, comme ça, quelqu'un qui a occupé de hautes fonctions, donc faire une révélation aussi étonnante. Donc, il y a une véritable volonté derrière.
Alors, je ne sais pas s'il y a une véritable volonté. J'en saurai plus une fois que j'ai la possibilité de m'entretenir concrètement avec lui, en détail, seul à seul. Et puis, si on peut mener cette interview de façon publique en live, ce serait fantastique. On verra dans quel contexte et comment ça se fera, mais en tout cas, on va faire le nécessaire pour que ça se mette en place. Il le dit, qu'il s'intéresse au sujet OVNI, mais que c'est pas sa passion. Non, parce que ça nous étonne en fait, parce que moi, bien sûr, surpris. Qui témoigne de ce reportage, vous allez le voir mardi, mais ouais. Moi je le trouve en fait très réaliste, c'est-à-dire dans son attitude. Il a une fonction dans laquelle il est obligé de prendre au sérieux toutes les informations qu'on lui ramène, parce qu'elles dépendent du service des renseignements de notre pays. Donc il y a quand même quelque chose de sérieux. Quand tu as 1, 2, 10, 15, 25, 30 pilotes pendant 10 ou 15 ans de carrière qui te ramènent des témoignages plutôt similaires et que tu as des éco-radars et puis dans certains cas tu as des vidéos avec des enregistrements de ces objets, qu'est-ce que tu fais en tant que professionnel? Tu es obligé, bien évidemment, de consigner des rapports, de les détailler, et puis, quand tu n'as qu'un seul rapport, tu le mets de côté. Et quand tu commences à en avoir plusieurs, tu regardes s'il y a des choses qui se recroisent, et tu compiles. Et moi, je crois que la France est strictement larguée sur le sujet OVNI. Je crois que on pourrait probablement me contredire, mais en tout cas, au regard des informations que j'ai, des échanges que j'ai eus, je crois que la France est totalement larguée dans les connaissances de ce domaine-là d'un point de vue État. Tu penses que c'est parce qu'on a perdu aussi notre puissance, je dirais, au niveau de l'armée, parce que tout ça, ce sont des secrets militaires aux États-Unis qui dirigent les recherches, tout ça, c'est quand même des forces militaires, c'est ça? Alors pas toujours. Avec, on a des scientifiques, mais ouais, ok. Exactement. Mais tout ça est structuré et organisé aux États-Unis, tandis qu'en France, en fait, non, ça reste. En France, ça reste non. Alors il y a plusieurs choses qui jouent à mon avis. Il y a le premier, le fait est que la France n'existe plus. La France, c'est l'Europe. On a une Europe généralisante avec un cursus de différents protocoles très précis qui limite notre pouvoir en tant que pays-nation, donc la perte de la souveraineté. On va pas rentrer dans ce détail-là, mais je pense que c'est une des causes de l'effondrement de notre pouvoir militaire. De deux, il y a la pensée, c'est ce qu'on a évoqué avec Descartes. On a une pensée assez rigoriste, très sceptique, très cartésienne, qui même quand on a quelqu'un de très compétent qui ramène le sujet, tout de suite on a les gens qui se mettent sur la défensive et qui mettent la tête sous terre et se disent bon non, je veux pas trop en entendre parler. Donc on a ce truc en plus. Et puis le troisième point, c'est qu'en fait on n'a plus beaucoup de moyens. Il faut pas se le cacher. On n'a jamais été autant taxé. Et on est un des pays les plus taxés, si ce n'est pas le plus taxé aujourd'hui, mais pourtant, d'un point de vue État, nous n'avons plus de moyens. C'est là tous les domaines de la recherche en fait. Hein. Tous les domaines de la recherche en fait ont été appauvris par l'État en fait. Exactement. Est-ce que c'est volontaire de subvention Ben oui, c'est une volonté de toute façon étatique. Il y a une volonté étatique. Il y a les États-Unis. Nous sommes souverains à l'Amérique. Et donc, du coup, les recherches dans les domaines les plus compétents se font aux États-Unis. L'Europe n'est considérée comme une sorte de second marché, au final, de consommateurs et rien d'autre. Je sais pas, je lève des questions là-dessus. Donc ça, c'est pour toutes les raisons, à mon avis, pour lesquelles ça n'avance pas dans notre territoire. Et là où, par exemple, la zététique, à mon sens, devrait faire le job que nous faisons, nous, aujourd'hui. Nous avons un travail très méticuleux d'analyse, on n'est pas des croyants absolus à tout, mais on est dans une position, ok, pourquoi pas. Et là, ça nous fait revenir justement à la théorie de la provenance de ces objets. Oui. Moi, on a tous longtemps cru que c'était uniquement des soucoupes volantes qui venaient d'une autre planète ou d'une autre galaxie. Exactement. Peut-être, je ne sais pas. Mais il y a d'autres hypothèses qu'amènent justement les scientifiques que j'évoquais. Ils sont très nombreux. Il y en a en Suisse, aux États-Unis, en France aussi. J'en ai nommé quelques-uns tout à l'heure. Et ils partent du principe qu'il peut y avoir d'autres explications. Et elles vont venir de la physique quantique, essentiellement. Donc, je vais faire des raccourcis parce que suivre Monsieur Guimont, c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est compliqué. Moi, c'est parce que j'ai lu à côté. Franchement, c'est très dur. Ouais. C'est très dur. Donc, on a la première hypothèse, les mondes parallèles. Donc, un monde, 2, 3, 4, une dizaine, je ne sais pas, une infinité de mondes parallèles aux nôtres, dans lesquels
la possibilité des possibles est infinie de façon à schématiser. C'est-à-dire que il existe une infinité de Gilles Lartigot dans différents mondes qui sont toujours relativement connectés les uns aux autres par leurs possibles. C'est-à-dire que les différents grands choix que tu as fait dans ta vie, par exemple, tu n'es pas milliardaire, donc tu n'aurais jamais pu être milliardaire. Ça, c'est un truc qui explique Guimand, c'est assez simple à comprendre. En fait, on reste dans une cohérence d'action. On a son propre univers, en fait, et on navigue dans cet univers avec différentes options, quoi. Qui nourrit celui des autres, l'impact sur les autres. Imagine une goutte d'eau qui tombe dans l'eau, c'est toi. Au moment de l'impact, c'est ton action. Et les petites gouttelettes qui éclaboussent l'impact après, ce sont les créations des autres millefeuilles, donc des autres paliers de dimension. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est comme une sorte de labyrinthe à miroir sans limite. Nous serions dans dans une multitude d'univers connectés les uns aux autres. Et dans cet univers connectés les uns aux autres, on peut imaginer qu'il y ait des voyages à différentes distances dans le temps, parce que c'est ça qui est compliqué, c'est que le temps n'existe pas. Je te coupe, on va faire une pause pour digérer un peu tout ça, parce que là, il va falloir qu'on digère un petit peu le millefeuille, le truc, espace-temps, le truc, il faut pas que tu nous perdes. Ça t'a donné faim? Non, mais on va raccrocher les wagons avec un film, par exemple, bon, tout le monde a vu Matrix, hein, des frères Wachowski, maintenant des sœurs, en fait, Wachowski. Il y a aussi le film Cloud Atlas. Bien sûr, magnifique. Donc c'est un petit peu ça, non? Cloud Atlas, c'est en fait une seule et même personne qui va être dans le futur, dans le passé, dans différents mondes. C'est un petit peu ce genre de. Ok. Donc je vous conseille, si vous l'avez pas vu, de lire ou de regarder. Je vous conseille le livre aussi, si vous avez l'occasion, de Winkler, qui est un livre. C'est encore plus détaillé que le film. Et je dirais que le livre nous permet plus de comprendre cette dimension. Oui, parce que je t'avoue que dans le film, même s'il dure à peu près 3 heures ou 3h30, je crois qu'il est très long, ce film. En fait, des fois, tu perds un petit peu le fil. Parce que tu es trop concentré sur l'acteur. Est-ce que c'est lui, c'est pas lui, etc. Donc, j'aime beaucoup aussi les romans originaux, qui sont beaucoup plus riches, en fait. Comme 1984, par exemple, où je trouve que l'adaptation, elle est escalée, mais bon. Mais le livre, ça n'a rien à voir. Non, et même, il y a des livres aujourd'hui qui, c'est comme des explications de texte, tu vois. Ils t'expliquent aussi le bouquin. On peut passer aussi par ce type de livres qui sont comme des résumés, en fait, tu vois, et qui nous guident dans notre lecture. Très intéressant. Voilà, petite parenthèse, tu peux reprendre ton millefeuille. Mais en tout cas, c'était une bonne métaphore, parce que ceux qui ont vu ou lu la cartographie des nuages ou Cloud Atlas, c'est vraiment une belle représentation. Voilà, c'est ça. Oui, c'est vraiment, en tout cas, une belle explication schématisée de la pensée de certains physiciens, de certains travaux, de là où on en est. Donc ça, c'est l'une des hypothèses, ce qu'on appelle le multivers. De façon générale. Multivers. Okay. Multivers. Ensuite, il y a les univers jumelés. Alors, l'idée des univers jumelés, c'est qu'il n'y aurait que 2 univers. Et ces 2 univers seraient représentés par, comme toute chose dans notre monde, en fait, dans l'univers dans lequel nous sommes, par une charge positive et une charge négative. Je schématise et je simplifie à mort. À mort. Je me ferais tuer quand j'étais petit. Mais déjà, il faut faire des efforts. Déjà. Donc, voilà. C'est bien. Exactement. Et après, ça incite nos auditeurs à aller chercher dans les livres s'ils veulent mieux comprendre. Donc, ces 2 univers, en fait, seraient générés par des masses d'énergie. Et les actions de l'un pourraient se répercuter dans l'autre. Et il y aurait la possibilité, effectivement, toujours de communication entre ces 2 mondes-là. Donc ça, c'est l'autre hypothèse. La troisième hypothèse, elle est par la distorsion de l'espace-temps. Ça me plaît. Ça, c'est assez... exactement. Alors, c'est que globalement, l'univers est infini, pourrait avoir le multivers, et pourrait ou être univers jumelé. Mais on y rajoute l'idée de la distorsion de l'espace-temps, c'est-à-dire que à une certaine vitesse, le temps et l'espace ne font plus qu'un,
et nous permettent des raccourcis dans cet immense univers. Et donc, du coup, les distances qu'il y aurait entre telle ou telle planète ne seraient plus si conséquents et nous permettraient de faire ces voyages instantanés. Donc ça, c'est la troisième idée et qui fait écho aux déclarations du Pentagone qui ont été faites par Luis Elizondo, celui qui a fait la déclaration, et puis le scientifique, le docteur Al Puthoff, qui explique que ça pourrait être la technologie de ces engins. Donc ça, il faut revenir à l'épisode numéro 1 où tu expliques. Exactement. Donc encore une fois, ça peut être l'une, les deux, les trois, aucune et encore d'autres. On tâtonne. On est dans quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais là, est-ce que c'est du fantasme? Est-ce que c'est basé sur sur de la physique? Est-ce que Einstein, par exemple, a travaillé là-dessus? Tout à fait. Tu vois, est-ce que c'est basé vraiment parce que Jean-Pierre Petit, bon, c'est un scientifique, quoi. Tu vois, Guillemot aussi. Alors, oui, voilà. C'est pas des romanciers, les gars. Voilà. C'est pas des romanciers. Moi, je vais t'expliquer quelque chose qui va, à mon avis, te parler et qui va te dire, ah, ok. Est-ce que tu ne trouves pas étonnant que dans un monde dans lequel nous sommes, les scientifiques que l'on évoque, ce sont des scientifiques qui ont au minimum déjà 40 ou 70 ans d'expérience de vie. Oui, parce que bon, c'est des sages, donc il faut emmagasiner de la connaissance, voilà. On parle de Darwin, on parle d'Albert Einstein, on parle d'Henri Poincaré, on parle d'autres, et ce sont des gens qui ont déjà soit morts, hein, ou soit dis pas vieux, j'ai 53 ans, hein, donc voilà. Non, moi j'ai pas dit ça, je n'arriverai pas. J'ai beaucoup de respect pour les anciens, donc attention. Non, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, le commun des mortels pense que la science s'est arrêtée il y a 50 ans ou 60 ans. On n'a pas de rapport direct à la science aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un rapport au dogme de la science. Donc pour moi, le cancer de la science, le dogme, c'est-à-dire que on érige la science comme une religion. Et là, c'est la catastrophe. C'est une partie de la zététique, c'est une partie des bien-pensants, une partie des sceptiques. Si c'est pas prouvé, c'est que ça n'existe pas. En fait. Exactement. Et ça, pour moi, c'est une catastrophe. C'est contre l'idée même de la science, du chercheur qui n'a pas de limite dans son domaine de recherche et qui n'a pas besoin de protocole. Les protocoles arrivent après. Quand on cherche, on cherche pas avec des protocoles. Les protocoles arrivent après quand on a eu un résultat et qu'on veut maintenant le démontrer et le montrer à d'autres. Là, les protocoles arrivent. Et ça, on l'a vraiment oublié, à mon sens. Et aujourd'hui, les gens n'ont que ce rapport-là ou un rapport qu'on a eu dans les livres scolaires. Moi, je trouve toujours aberrant qu'on parle de Darwin, de la théorie de Darwin comme une réalité. Ça ne reste qu'une théorie. Elle reste à démontrer. Alors, elle est extrêmement plausible, elle est extrêmement logique, mais c'est une théorie. Et on la prend comme une vérité. On n'a rien proposé depuis. On n'a rien proposé depuis. Alors si, il y a des scientifiques qui proposent d'autres choses, mais que ça rentre pas dans les parcours mainstream parce que ça chamboulerait tout l'apprentissage scolaire du monde. Et tu sais aussi bien que moi que l'histoire, ce qu'on apprend dans les livres est formaté. Pour donner une idée très précise, c'est pas pour rien que les Français détestent Napoléon. Parce que dans les livres scolaires, Napoléon est toujours parlé en mal, que les gens ont une idée de la Révolution française en disant que c'est le peuple, la révolte, mais c'est pas tout à fait la réalité de ce qui s'est passé. Donc, on est encore dans un dogme général. Oui, ce dogme qui est véhiculé quand même par l'éducation nationale, qui est contrôlé aussi par les gouvernements, voilà. Donc, je sors un petit peu du sujet, mais ça fait penser aussi aux égyptologues. Tout à fait. Donc, avec voilà cette déconstruction des pyramides, aujourd'hui, on n'a pas d'explication. C'est quand même étrange. C'est des choses qui existent et qui sont visibles. Bien sûr. Voilà. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on n'a pas d'explication qu'il faut imaginer tout de suite que ce sont des extraterrestres qui ont monté les pyramides. Ça peut être d'autres moyens technologiques de l'époque qu'on ne connaît pas, que les Égyptiens avaient mis en place. Et on a peur. Je crois que c'est une peur, de se remettre en question. Et pour revenir, attacher le wagon sur les scientifiques, aujourd'hui, on a des éminents scientifiques qui travaillent. Lisez les travaux d'Hawking, il est décédé, Hawking, qui sont fascinants. On a Philippe Guillemin, on a Jean-Pierre Petit, on en a d'autres, vraiment. Et ces gens-là, il faudra attendre probablement. Jean-Pierre Petit, Jean-Pierre Petit, je te coupe, excuse-moi Nico. Jean-Pierre Petit, c'est très intéressant. Parce que bon, il a quand même eu contact avec, tu veux pas qu'on parle des extraterrestres, mais bon, il a reçu quand même des messages pour guider ses recherches.
Et il Alors, le dit. effectivement, oui, il le dit. C'est pour ça qu'on l'a mis de côté, qu'on lui a dit non, mais toi. Elle est là la problématique. Elle est. Moi, je doute pas de Jean-Pierre Petit. Qui je suis moi pour aller douter de quelqu'un qui me raconte telle ou telle chose? Jusqu'à preuve du contraire, c'est sa vérité. Non, mais il a trouvé quelque chose. En plus, il a fait ses avancées dans ses recherches là sur l'énergie froide, c'est ça? Oui, entre autres, ouais, la magnéto-hydrodynamique. Voilà. Donc c'est grâce. Voilà. D'ailleurs, qui est mentionnée. T'as vu, elle est mentionnée dans le papier de Paris Match. Non, je l'ai pas vu. Où on peut trouver ce papier de Paris Match? Il est visible sur. Sur Internet. Je t'enverrai le lien. Je l'ai mis moi sur mon Twitter, hein, si tu veux, il y est sur mon Twitter. Mais sinon, on peut fact-checker en tapant Alain Juillet, Paris Match, OVNI, on peut trouver ça. Tu le trouveras très rapidement. Et puis le petit lien vidéo que je t'ai envoyé sur ton téléphone, ça donne une petite idée de son de l'interview. Voilà, Jean-Pierre Petit, c'est un des plus grands cerveaux, je pense, français, qui dit ouvertement qu'il a reçu des messages en provenance dans ses eaux, en fait. Bien sûr, ce qu'il appelle les humites, où il a eu de nombreux contacts. Alors, ça a détruit une partie de sa carrière, c'est indéniable. Ah ben complètement. Complètement. Parce que je comprends. Imaginons que ce soit totalement réel et que quand tu vis un truc pareil, tu as envie de le partager. Le problème, c'est que les gens ne sont pas au même niveau d'acceptation et de compréhension. Donc, si tu donnes un téléphone à l'homme de Cro-Magnon, il comprend pas comment s'en servir. Il comprend pas comment gérer l'information. Si demain on disait que toute la crise du coronavirus est strictement volontaire pour établir un état policier et nous confiner chez nous avec des puces RFI, les gens te diraient bon, t'es malade, c'est pas possible. Mais cela, ça veut pas dire que c'est faux. Non, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Donc, c'est toujours le degré d'information que tu donnes. S'il est too much, tu le sais tout de suite. C'est pour ça que je te disais dans la première vidéo que pourquoi là, les déclarations OVNI changent la donne. C'est parce que on n'a pas encore évoqué le mot extraterrestre concrètement. Le Pentagone ne l'a pas mentionné. Alain Juillet le mentionne à demi-mot. Ils font attention. Ils ne refont pas les erreurs du passé. Il faut tout doucement que le public s'acclimate à cette idée. Est-ce que cette possibilité, par exemple, de voyage astral, on parle beaucoup aussi, c'est quelque chose qui est assez prégnant dans une certaine frange en fait de pensée. Ce voyage astral peut être aussi une possibilité de rapprochement de l'espace-temps. Exactement. Les trois premières explications que je vous ai données, elles sont, on va dire, les plus physiques, métaphysiques. Ok. Maintenant, on va se pencher sur celles qui sont un peu plus spirituelles. Et merci de faire la transition parce que c'est pas toujours abordé et les gens ont un petit peu peur des fois de faire le bridge, entre les deux. T'as pas peur de le faire parce que c'est quand même l'objet de ton bouquin. Exactement. Donc voilà, 4 saisons du paradis, voilà, c'est donc les saisons de paradis, je mettrai le lien. T'as pas peur de faire ce parallèle-là en fait. Non, parce que est-ce que tu l'as vécu toi à titre personnel? Alors, le voyage astral, non. Je n'ai pas fait d'expérience extraordinaire. Moi, j'ai fait l'expérience de perdre un animal comme des millions de personnes, ce qui m'a rapproché de la sensibilité de la perte, cet attachement qui a été très très forte. J'avais jamais été confronté. Bulldog français. Exactement, tu vois, ça a quelques années maintenant. Et tu crées en fait, tu as une sorte de perte, de tristesse qui s'établit, et tu te poses la question très concrètement, est-ce que la mort, la vie du moins, quand elle s'arrête, est-ce que c'est la fin, ou est-ce qu'il y a une continuité, est-ce qu'il y a autre chose, ou est-ce que c'est le néant absolu? Et quand tu regardes en fait les écrits un peu partout de l'histoire, les Anciens Testaments, la Genèse, dans différentes civilisations, en fait, il ressort un message que la mort n'est que le début d'une autre chose, d'un autre monde, d'un autre palier de conscience. On le retrouve en Asie, on le retrouve au Moyen-Orient, on le retrouve en Afrique, on le retrouve en Amérique latine, on le retrouve en Amérique. L'endroit où on le retrouve moins, c'est en Europe. Alors oui, alors quand je dis Occident, je dis bien Occident, Europe. Parce que l'Amérique du Nord, c'est quand même les Indiens, les natifs américains. Le reste, ce sont une importation d'Européens et massivement d'Européens
qui vont transformer la culture locale. Mais d'ailleurs, on va faire l'écho sur les Indiens d'Amérique. Ils ont cette connexion où toute chose qui vit encore dans l'après. Et en vivant encore dans l'après, chaque action qui se perpétue ici dans ce monde physique a un vrai impact ailleurs. Ça fait écho au monde jumelé de Jean-Pierre Petit. En pause, pour digérer un petit peu, petite pause. Ça me fait penser, moi, à un livre que j'ai adoré de Bernard Weber, Les Thanatonautes. Les Thanatonautes. Donc, en fait, ces expériences de mort imminente. Je l'ai lu il y a quoi, 10-15 ans au moins. Oui, il y a une chaîne, je suis intervenu, tu sais, sur une chaîne, d'ailleurs, j'ai une interview qui fait quasiment les 700 000 vues, ça s'appelle Le pouvoir de l'alimentation. C'est sur la chaîne Tistria. Donc, je pense que tu connais cette chaîne Tistria, qui, en fait, c'est énormément de témoignages sur des expériences de mort imminente, sur la conscience. C'est une chaîne qui est pour moi, qui est remarquable, qui fait intervenir des personnes qui ont la légitimité de parler de ce genre de choses. Et lorsque on prend le témoignage de ces personnes qui ont capté quelque chose, je dirais dans cet au-delà, je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui, mais en tout cas, elles reviennent avec le même type de témoignage, avec rien que les sorties de corps. Voilà, des témoignages de sorties de corps, c'est-à-dire on se voit en dehors de son propre corps. Donc il y a des choses aujourd'hui qu'on ne palpe pas, qu'on ne mesure pas, et qui sont complètement occultées par la science. La science, elle a cette grande difficulté aujourd'hui d'être soumise à des protocoles rigoristes et à des gens d'en haut qui donnent des subventions et ils veulent des résultats. Et dans les domaines qu'on évoque là depuis quelques minutes, les résultats ne sont pas garantis. Et donc du coup, il n'y a pas de moyens concrets ni suffisants dans ces domaines-là. Moi, je dis une chose qui vraiment, à mon avis, est très essentielle. L'Asie a énormément à nous apprendre sur l'en dehors du corps physique. Pourquoi? Parce que toute leur philosophie spirituelle, et je dis pas religieuse, parce que l'adage bouddhique est plus spirituel que religieux, où l'idée shinto japonaise est très spirituelle et très peu religieuse. C'est une idée d'élévation par l'action du quotidien qui nous amènera plus haut. Et on n'est pas dans la même relation que nous avons avec nos religions traditionnelles, avec un Dieu tout-puissant. On n'est pas tout à fait dans la même... Les religions monothéistes, on confond souvent en fait religion et spiritualité. Exactement. Voilà, c'est très important de dissocier les deux, ce qui nous permet d'y voir un peu plus clair. Et en Asie, on a une conception du corps qui va au-delà. Alors, je te donne un exemple. Quand, par exemple, on se rencontre pour la première fois, on a un feeling. Tiens, on s'entend bien, c'est cool. Ou des fois, tu dis, oula, lui, cette personne, notre corps nous donne, pas d'atome crochu, notre corps nous donne des signaux et on a de plus en plus de mal à interpréter ces signaux. Parce que nous faisons tellement confiance à nos téléphones, à nos montres, à nos technologies, qu'on oublie que la machine la plus sophistiquée de l'univers, trop présomptueux, de la Terre, c'est l'homme. C'est une machine extrêmement complexe. Ça ne veut pas dire que les animaux, elle n'est pas aussi complexe. Elle l'est probablement tout autant, mais on la connaît moins. Donc, du coup, là, je vais vraiment parler que de l'homme, malgré que j'ai énormément de respect pour nos amis, les animaux. Mais pour l'homme, en fait, on comprend pas tout à fait comment ça fonctionne. Et les Asiatiques nous amènent cette sensibilité que, en fait, on a cette enveloppe physique, mais autour, on aurait ce qu'ils appellent les corps éthériques, donc des corps superposés les uns aux autres, qui réceptionnent des énergies, des ondes. Des énergies, c'est ce qu'on appelle le feeling, les atomes crochus. Exactement. Pour être un peu plus cartésien. Alors, les scientifiques te disent, ouh là là, t'as utilisé le mot énergie, c'est bon, on peut plus parler. Elle est là, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'avancer, parce qu'encore une fois, la science est extrêmement rigoriste sur ce genre de choses. Mais la médecine chinoise, il y a des choses absolument fascinantes dans la médecine chinoise. Ah ben oui, tu peux en parler. Et voilà, je pense, en plus, toi, c'est quand même un de tes domaines. Alors, pas la médecine chinoise, mais c'est surtout Valérie. C'est surtout Valérie qui fait une école de médecine chinoise. Et puis, il y a des choses vraiment extraordinaires. D'ailleurs, la médecine chinoise est une des rares médecines à prendre en considération le terrain
Plutôt que de soigner le mal, on va soigner l'ensemble. Tout Tout à fait. est cohérent, le corps est cohérent, les Et pensées vont aussi avec le physique et le corps. C'est en amont qu'on fertilise le terrain. C'est pas une fois que la maladie est là. Il y a vraiment une autre philosophie, une autre On peut aller approche. plus loin, oui, on peut aller plus loin. On se crée aussi des maladies, on peut projeter aussi nos propres angoisses par rapport vers les animaux. Valérie fait un tuto là-dessus. En fait, on rend nos animaux malades, non pas en leur faisant boire de l'eau chlorée. Là aussi, c'est un problème. Bon, c'est un peu plus cartésien, mais tu sais que le chlore, bon, c'est néfaste. Hein. Mais ne serait-ce aussi que des environnements, des habitations qui sont remplis d'ondes. Il y a le problème du Linky, il y a le problème des boîtes Wi-Fi, il y a le problème de la 4G, le problème de la 5G aujourd'hui. Et tout ça, en tout cas, on sent que les animaux sont très réceptifs. Tu sais qu'on a une petite chatte qui s'appelle Aura, qui va avoir 16 ans, et elle se met en fait sur des points qui sont des points des énergies négatives en fait. Elle se recharge en énergie négative. Elle va pouvoir aussi venir sur moi. Des fois, je suis pas très bien. En fait, les chats viennent pour nous soulager, pour nous prendre en fait cette énergie, pour nous donner de la bonne énergie et prendre la mauvaise énergie. Et c'est marrant que tu fasses cette petite transition sur ta chatte, parce que je regardais avec ma fille un dessin animé qui s'appelle Le Royaume des chats, qui est une production des studios Ghibli, pour que j'ai beaucoup de passion. Hayao Miyazaki, qui est l'un des réalisateurs des plus beaux chefs-d'œuvre de l'animation japonaise, montrait justement le monde des chats, cette espèce si particulière qui nous intrigue, qui aurait probablement son propre univers, son propre monde. Il y a quelque chose de très mystique autour des chats. Les Égyptiens déjà érigeaient les chats comme des dieux. Il y a quelque chose de fascinant. Je suis pas, j'aime les chats, mais j'en suis assez allergique et malheureusement. C'est dommage. Voilà, parce que ma femme Mariana qui elle adore les chats et moi c'est pas évident à cause de ça. Mais tu sais que si tu as un chat, si tu as un petit chat, tu vas te désensibiliser en fait. Tu sais, c'est comme l'immunité collective dont on parle tant. Tu sais avec le Covid-19. En fait, moi aussi j'étais allergique aux chats. Je peux être allergique aux chats des autres. Mais en fait, tu vas te désensibiliser avec ton propre animal. Et tu sais, c'est Edgar Tolle qui disait, c'est celui qui a écrit Le pouvoir du moment présent, je crois. Il disait, j'ai eu plusieurs maîtres zen dans ma vie, c'était tous des chats, en fait. C'est d'une zénitude absolue, le chat. Et tu sais, on a 2 cavaliers King Charles également, donc Izzy et Anna. Et Anna, Nico, elle a la particularité de voir des choses qu'on ne voit pas. Elle se met à un endroit particulier où là, je suis dans le cabanon de mon grand-père. Donc, cabanon de mon grand-père, je sais, il y a une petite, un coin, en fait, où il faisait, où il nourrissait ses chiens, où il faisait la cuisine, en fait, pour ses chiens de chasse. Il était chasseur, mon grand-père. Et, je sais qu'il est encore présent ici, tu vois. Et j'ai Anna qui, se met face à cet escalier. Aujourd'hui, il y a un escalier à la place de cette petite cuisine. En la regardant, je vois qu'elle voit quelque chose. Et des fois, elle peut être effrayée, tu vois, donc je rentre dans la pièce, il n'y a rien du tout, ou des fois elle reste comme ça en regardant, en fixant un point. Voilà, elle n'est pas folle, tu vois, ma chaîne. Elle voit des choses qu'on ne voit pas. Je pense que les animaux, et ça Valérie pourra aussi en parler, ont la faculté de voir ce qui est invisible. Je crois que pour rebondir sur ce que tu dis, parce que il est indéniable. Là, par exemple, pour la suite des Saisons du Paradis, j'ai décidé de me pencher sur les héros de Virunga. Donc, un des personnages du roman sera de ces protecteurs du parc de Virunga qui vivent avec les gorilles et qui, toute leur vie, risquent leur peau pour sauver les gorilles, sauver la forêt. Et il explique comment la jungle fonctionne, comment les gorilles fonctionnent, comment les déplacements des gorilles alertent les gardes du parc en cas d'attaque ou d'intrusion extérieure, soit par les pouvoirs, les militaires ou les sociétés franco-anglaises qui viennent vouloir forer le pétrole. C'est assez fascinant et moi j'en suis convaincu. Et une chose auquel je suis convaincu, c'est que nous, en tant qu'espèce, on a perdu en fait ces connexions. Et je suis certain que nous les avions. Et il y a plusieurs siècles. Regarde par exemple nos ancêtres, ils avaient la capacité de prédire le temps. Aujourd'hui, il faut faire confiance à la météo ou à Madame Irma pour savoir quel temps il va faire dans 2 ou 3 jours. Alors que nos ancêtres, ne serait-ce que par le vent, la couleur du ciel, la couleur des nuages, savaient lire
la future météo qu'elle est arrivée. Moi, là, j'entends des cris d'un bébé, là, c'est ça? Ouais. C'est ta fille, Ouais. c'est ça? Ouais, c'est ma fille, ouais. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui dit sur le chat qui fait une remarque intéressante, qui nous dit, c'est mon ami Giuseppe, les enfants aussi ont le même comportement. Est-ce que tu as remarqué ça avec ta petite? Ouais. Peut-être qu'elle est trop petite aujourd'hui, mais est-ce que les enfants ont cette pureté qui leur permet de voir des choses que les adultes ne voient plus? Alors, je fais toujours attention à la sémantique. Je ne sais pas s'ils ont cette pureté, parce que ça ramènerait à que nous soyons impurs. Je dirais simplement. En quelque sorte. On est un peu plus pollué quand même. On est totalement plus pollué, mais pour d'autres raisons. Je dirais c'est parce qu'en fait, les enfants ne sont pas encore formatés aux règles du monde dans lequel nous évoluons. C'est-à-dire que la seule chose qu'ils ont, c'est leur instinct. Quand ils arrivent au monde, ils ont encore rien appris. Ils sont une coquille vide, mais qui est dirigée que par l'instinct. Et leur instinct, les signes qu'ils reperçoivent de l'extérieur, par la vue, par le toucher, par le goût, leur donnent tout un ensemble d'informations sans a priori. Et nous sommes remplis d'a priori en tant que vieilles personnes, j'ai envie de dire. Et je pense qu'elle est là, en fait, la magie des enfants. Et est-ce que les enfants perçoivent une autre chose, une autre dimension? Comme dirait X-Files, je veux y croire. Mais alors, ça sera voilà. On veut y croire, ce sera le mot de la fin de ce live parce qu'on est arrivé au bout de l'heure. Tu vois, c'est encore passé très vite. Je pense qu'on a rempli notre pari parce qu'on voulait en fait vous amener de ce côté-là, dans ce côté un petit peu, je dirais, spirituel, un petit peu l'au-delà. On va quitter peut-être un peu le monde de l'ufologie. On va garder toujours le nom de la série. Je pense qu'elle est intéressante. UFO 2020. On a fait une bonne transition, douce. Ouais, on a fait une belle transition là. Grâce à toi, on est allé avec les chats, etc. Là, les enfants. Voilà, on va recueillir. Aussi, on peut recueillir vos témoignages. Vous pouvez nous écrire à Nicolas ou à moi. Et puis on prendra vos remarques, vos questions. Et puis merci beaucoup en tout cas, Nicolas, pour ce live qui a été passionnant, comme les deux autres. Merci à toi, Gilles. C'est toujours un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi, comme ça, dans la bonne humeur et avec beaucoup de plaisir. Et dans le partage, les gens qui te suivent. Dans le partage, tu sais qu'on est très suivi. Il y a eu quasiment presque 20 000 vues sur le premier épisode. Donc, le deuxième, malheureusement, il n'y est pas. Donc, on mettra celui-ci. Donc, partagez-le si vous avez envie, les amis. En tout cas, on va profiter de cette période d'assignation à résidence pour continuer nos lives, Nicolas et moi. Donc, je te donne un rendez-vous. On va garder le rythme du samedi 19h, ça te va? Parfait. Bon. Merci beaucoup. On aura encore plein de choses à nous dire. Désolé, on est un petit peu frustré. Moi aussi, je suis un petit peu frustré. Mais on va passer. Mais c'est bien parce que tu vois, ça fait patienter et puis on a nos petites conversations hebdomadaires pour ajuster. On prend le temps. C'est important aussi de prendre le temps. C'est agréable aussi, d'écouter et puis de prendre le temps d'amener surtout de la matière à réflexion. Tu sais que j'aime beaucoup cette expression. Et puis pour vous donner quelques liens, on vous a parlé de films, là on vous a parlé de livres. Donc, je vais essayer de récolter tout ça. Tu m'enverras une liste, Nicolas. Oui, de toute façon, je t'ai promis de faire une liste exhaustive de livres, qui nous suivent. Voilà. Ouais. Et qu'on mettra sur la vidéo sur YouTube. Écoute, passe un très beau week-end, Pascal. Merci. Je vais aller coucher la petite. Moi, j'ai deux nouveaux pensionnaires. En fait, la famille s'agrandit avec nos deux petites Aniel. Donc, on va voir un petit peu comme elles se comportent. On leur a présenté la chatte, les chiens, elles ont vu les poules. C'est fantastique. C'est fantastique. Bon, en tout cas, prenez soin de vous. Mon ami. Ouais, joyeux Pâques à vous. Prenez soin de vous. Et puis, moi, je file coucher la petite choune. Bon, salut. Ciao à tous. Les amis. Ciao. Salut.